Alors, aujourd'hui, on plonge dans un des textes les plus troublants de la littérature du XXe siècle, La chute d'Albert Camus. À première vue, c'est le récit d'une confession, mais on va vite s'en rendre compte, c'est bien plus complexe et bien plus dérangeant que ça. Tout commence avec cette phrase. C'est l'accroche du roman. Imaginez un peu la scène. On est à Amsterdam, dans un bar un peu miteux, le Mexico City. Et là, un inconnu s'approche. Sa façon de parler est presque trop polie, trop recherchée pour un endroit pareil. C'est le début d'une conversation qui va nous emmener très, très loin dans les méandres de l'âme humaine. On entre direct dans l'ambiance. Amsterdam, pour le narrateur, ce n'est pas juste une ville. Non, avec ses canaux qui tournent en rond, c'est carrément une image des cercles de l'enfer. Une ville de brouillard, d'eau stagnante, de secrets bien sûr. C'est le décor parfait vraiment pour la confession qui s'annonce. Alors cet homme, il a un nom, Jean-Baptiste Clamence, et il nous raconte son histoire. Figurez-vous qu'avant, à Paris, c'était un grand avocat. Le genre qui a du succès, qui défend la veuve et l'orphelin, les fameuses nobles causes. Mais, quand on le voit là, dans ce bar minable, le contraste est saisissant. Et la question évidemment c'est, mais que s'est-il passé? Comment en est-il arrivé là? Et puis, au détour d'une phrase, il lâche ça, sa profession. Il se dit juge pénitent. Juge pénitent. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est vraiment l'énigme au cœur du livre, le puzzle qu'on va essayer de reconstituer. Parce que Clamence, ce n'est pas juste un type qui raconte sa vie, loin de là. C'est l'incarnation d'une philosophie assez sombre. Bon, pour bien comprendre la chute, il faut d'abord voir d'où il est tombé, n'est-ce pas? Il faut mesurer la hauteur. Alors Clémence nous embarque avec lui, retour à Paris, à l'époque où tout allait bien, où il vivait, comme il dit, sur les sommets. Et sa vie à Paris, c'était un véritable spectacle de vertu. Le gars était parfait. Il défendait les plus démunis, sans demander un sou. Il aidait les personnes aveugles à traverser. Il laissait sa place dans le bus. Bref, la panoplie complète de l'homme bon. Chaque geste était une brique de plus à l'édifice de sa propre perfection. Dans sa tête, il était au-dessus de tout soupçon, intouchable. Mais le plus fou, c'est qu'il le dit lui-même, avec une lucidité incroyable. Toute cette vertu, ce n'était pas du tout de l'humilité. C'était un besoin. Un besoin de se sentir supérieur, de dominer. Il voulait être au-dessus du juge, au-dessus de l'accusé, au-dessus de tout le monde. Il était dans sa tour d'ivoire, il planait complètement. Évidemment, ce petit monde parfait, cette autosatisfaction permanente, ça ne pouvait pas durer. Tout ça va voler en éclats. Il y a deux événements, deux moments précis qui vont venir fissurer cette belle image et qui vont l'obliger à ouvrir les yeux sur qui il est réellement. Premier événement. Imaginez. Un soir, il est sur le pont des Arts. Il se sent bien, il se sent au sommet. Et tout à coup, un rire, juste derrière lui. Un rire qui ne semble pas méchant, plutôt amical même. Il se retourne, et personne. Absolument personne. Ce rire sorti de nulle part, c'est la première fausse note. Le doute s'installe. Et ce rire inexplicable va agir comme un détonateur. Il va faire remonter quelque chose du fond de sa mémoire. Un souvenir qu'il avait enfoui, bien plus sombre celui-là. Un souvenir qui s'est passé une nuit sur un autre pont. Et là, on touche au cœur du réacteur, au moment de la chute. Son inaction, ce n'est pas un oubli, c'est un choix délibéré. Il entend le bruit, il entend le cri, il sait. Il sait parfaitement ce qu'il vient de se passer, et il continue sa route. Ce moment de lâcheté pure, c'est l'antithèse absolue de l'homme qu'il pensait être. Le grand défenseur des faibles vient de laisser une femme mourir. Voilà, on revient à Amsterdam. C'est ce souvenir, ravivé par ce rire fantôme, qui a tout fait basculer. Clamence a dû quitter sa vie d'avant, il a dû tout abandonner. Et à la place, il a construit une toute nouvelle philosophie, une vision du monde beaucoup plus noire, une vision où, pour lui, l'innocence est tout simplement impossible. Et ça nous ramène à sa profession, juge pénitent. La logique est tordue, c'est vrai, mais elle est implacable. L'idée, c'est quoi? Pour ne plus jamais être jugé par les autres, il prend les devants. Il s'accuse lui-même, publiquement, de tout. Il se traîne dans la boue. Et une fois qu'il a fait ça, eh bien ça lui donne le droit de juger tout le monde. Du coup, armé de cette nouvelle grille de lecture, Clamence relit toute sa vie passée. Et il démonte tout, pièce par pièce. Chaque bonne action, en fait, elle cachait un mobile égoïste. Sa générosité, c'était une façon d'exercer son pouvoir. Sa politesse, juste pour les applaudissements. Absolument rien n'était pur. Tout, absolument tout, n'était qu'un carburant pour son ego démesuré. Il le résume lui-même, c'est d'une lucidité qui fait froid dans le dos. Le vrai moteur de sa vie, ce n'était ni la justice, ni le bien. C'était juste une vanité abyssale. Toute son existence n'a été qu'une immense construction pour s'adorer lui-même. Et c'est maintenant qu'on arrive au retournement final.
au véritable objectif de toute cette longue tirade. Parce qu'il faut bien comprendre, il ne raconte pas tout ça pour obtenir le pardon ou la sympathie. Non, non, le but est bien plus pervers. C'est là que le piège se referme. Sa confession, en réalité, ce n'est pas une confession. C'est un piège. Il ne cherche pas le pardon, il cherche des complices. Comme il le dit si bien, il n'a plus d'amis, il n'a que des complices. La mécanique est absolument diabolique. Comment ça marche ? En se peignant lui-même avec les couleurs les plus sombres, il tend un miroir. Sa vanité, son égoïsme, ses petites lâchetés. Est-ce qu'on ne retrouve pas un peu de ça en chacun de nous ? Et dès l'instant où l'on se reconnaît ne serait-ce qu'un peu, dans son portrait, on est pris. On devient un coupable aussi. Et lui, qui s'est accusé le premier, eh bien, il gagne le droit de juger. Et Clamence nous abandonne là-dessus, sur cette question vertigineuse. S'il n'y a pas d'innocence possible, si on vit dans un tribunal permanent où tout le monde juge tout le monde, alors comment on s'en sort ? Quelle est l'issue ? Camus, bien sûr, ne donne pas de réponse toute faite. La chute, au final, c'est ça, un miroir. Et le livre se referme en nous laissant seuls, face à ce qu'on y a vu.